Salut tout le monde, bienvenue dans la première FAQ de Tutobar. Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour ces 2 mois de silence qui n'étaient pas du tout prévus quand j'ai mis en ligne la vidéo précédente. Mon mari a subi une opération qui s'est décidée un peu en urgence juste avant les fêtes et mon planning s'est compliqué à la rentrée avec de gros changements dans mes activités dites alimentaires, ce qui fait que j'ai dû revoir mes priorités. Les prochains mois vont être assez intenses au point que je risque de devoir reporter la date de sortie du prochain Mia puisque je sacrifie presque complètement l'écriture en ce moment. Mais je vais essayer de maintenir au moins un tuto par mois sur la chaîne car j'ai reçu pas mal de messages qui montrent que certains sujets sont très attendus. Enfin, je vous souhaite à tous et avec beaucoup de retard une excellente année en espérant que la vôtre aura commencé plus calmement que la mienne. Je commence cette FAQ avec 2 questions plus générales posées par Lionel, puisque les autres questions sont surtout relatives à Tutobar, une sur EAJ et une sur Mia. La première concernant la ligne éditoriale de la maison et la seconde concernant notre parcours d'auteur à 4 mains. Donc en ce qui concerne EAJ, effectivement, le site éditorial et la boutique en ligne donnent une idée générale de ce que nous publions. Je vais quand même revenir brièvement sur notre catalogue. Le plus simple, en fait, étant d'aller directement dans la boutique pour voir les diverses catégories dans lesquelles nous publions. Aujourd'hui, EAJ, c'est entre 15 et 20 nouveautés par an. Ce sera plutôt 15 à partir de 2018 avec une nouvelle organisation que je vais réévoquer un peu plus loin dans le cadre d'une question qui a été posée sur le planning éditorial. Et cette ligne éditoriale, aujourd'hui, en fait, elle tourne principalement autour d'auteurs déjà en place dans la maison, puisqu'ils ont une forme de priorité pour déposer leurs textes, selon tout un calendrier, un rétro-planning organisé vraiment en amont. Et il est vrai qu'on fait donc très peu d'appels à texte extérieurs, tout simplement parce que le planning est plein 2 ans à l'avance. Donc là, très prochainement, nous allons ouvrir les réservations de l'année 2020. Mais effectivement, on est forcé de travailler bien en amont puisque les projets se développent avec le temps. Les auteurs de la maison réservent leur créneau sur des projets qu'on discute parce qu'on travaille déjà ensemble. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui ont pour intention de déposer leur texte, c'est vrai qu'actuellement, la rubrique de dépôt chez nous est fermée, tout simplement parce qu'on donnerait des délais totalement délirants aux gens de 3 voire 4 ans, ce qui n'est pas du tout motivant pour un auteur qui a envie rapidement d'obtenir une réponse que je comprends parfaitement. Et on a été un petit peu victime de notre succès, tout relatif, je le précise. Mais compte tenu de notre taille et de nos possibilités de publication à l'année, c'est vrai qu'aller plus loin que 20 titres par an, c'est juste impossible. On l'a fait en 2012, 2013, début 2014. C'était un rythme de malade. Donc on ne reproduira pas et aujourd'hui c'est vrai qu'on a atteint une certaine maturité avec des auteurs qui restent et c'est donc bon signe, ils sont bien chez nous. Et nous suivons une logique de développement des partenariats sur la durée, puisque plus nous connaissons les lectorats et les méthodes de travail de nos auteurs, mieux nous travaillons ensuite sur des projets de qualité optimale. Ensuite, en ce qui concerne Mia, c'est un peu plus compliqué et surtout un peu plus long, un peu trop long même pour une FAQ. Disons que c'est une amitié et association de longue date qui remonte maintenant à il y a plus de 10 ans. Nous avons dans le cadre de ce partenariat fait beaucoup de choses dans de nombreux domaines, dont l'édition mais pas seulement. Et l'idée, fin 2010, ça faisait donc à ce moment-là à peu près 3 ans que nous travaillons ensemble, l'idée a été de mettre en mots l'histoire personnelle de Sébastien, une histoire relativement secrète, tout à fait réelle pour le coup, dans le domaine paramilitaire qui était son passé professionnel, et d'en faire une fiction, puisque moi j'écrivais de la fiction pour la détente, pour le plaisir simplement, depuis déjà un petit moment. Tout cela, on en parle dans notre blog qui est relativement bien fourni puisqu'à une époque, j'avais le temps vraiment de l'alimenter presque quotidiennement. Donc, il faut aller dans le blog, fouiller dans les archives pour trouver tout un tas de petites informations nous concernant, notre manière de travailler, comment ça s'est passé. Ce que je peux vous dire là dans le cadre de cette FAQ, c'est que ce n'est pas réellement de l'écriture à 4 mains au sens où les gens l'entendent généralement, puisque sauf quelques rares exceptions dans Max, notre 6e livre, c'est toujours moi qui écris. Nous construisons ensemble, nous bâtissons l'histoire, nous échangeons énormément pour toute la phase de préparation qui chez nous a une très grande importance. Si vous avez regardé le tuto sur les 6 piliers, vous savez de quoi je parle quand je parle de préparation. C'est-à-dire que sur les 6 mois qu'on va consacrer en moyenne à un livre, quasiment les 2/3 sont consacrés à la préparation. Et l'écriture ne va représenter qu'un tiers du temps total consacré à ce projet. Et pour le coup, je suis seule à écrire. C'est pour ça que je le fais aussi de nuit dans des conditions un peu improbables. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le planning, vous savez de quoi je parle. Mais donc en réalité, ce n'est pas vraiment de l'écriture à 4 mains, au sens où les gens nous posent souvent la question qui est comment arrivez-vous à mélanger vos plumes? En fait, globalement, à 98%, c'est uniquement ma plume que vous lisez au sens strict du terme. Donc ça simplifie considérablement les choses, évidemment, même si tous nos univers ont été bâtis en amont à 2 pendant des mois. Je précise aussi que pour des raisons d'organisation, depuis le milieu de la trilogie des Affligés, donc ça fait presque 2 ans, je suis seule aux commandes totalement de Mia, c'est temporaire et c'est volontaire. Nous en avons longuement discuté, lui et moi, parce que vu que nous menons de nombreux projets de front
que ce soit Mia, que ce soit EAJ, que ce soit Tutobar ici, que ce soit nos activités alimentaires, commerciales à côté, etc. Il a fallu redéfinir les rôles pour arriver à tout tenir. Et Sébastien s'est consacré au développement de nos activités alimentaires depuis maintenant presque 3 ans, ce qui rendait sa contribution à Mia très compliquée parce qu'on avait très très peu de temps pour arriver à se parler sur les moments où on était tous les deux disponibles en même temps. Donc on a fait ce choix-là et donc concrètement depuis Les Affligés 2, Sébastien n'a pas réellement participé à la préparation des livres qui ont suivi, ce qui ne signifie pas qu'il ne reviendra pas dans un avenir très proche, évidemment. Ce n'est que temporaire, mais c'était ça ou arrêter complètement nos publications pendant un temps indéfini. Ce qui aurait été quand même dommage parce qu'on avait pas mal de projets dans les tiroirs et moi j'avais pas mal d'histoires à raconter. Donc voilà un aperçu de notre fonctionnement, mais c'est quand même très très incomplet. Pour en savoir plus, là je ne peux que vous conseiller d'aller regarder notre blog si ça vous intéresse, de fouiller un petit peu dans toutes les publications, puisque ce blog aura bientôt 6 ans, donc il y a quand même pas mal de matière dedans. Au milieu, il y a des articles d'ailleurs relatifs à l'écriture, pas mal de petites choses, et puis ça vous permet de mesurer, donc depuis début 2012, tout ce qu'on a fait, notre progression, les diverses étapes, les bilans annuels. Ça vous donne aussi une petite idée en tant qu'auteur du travail que tout ça représente et de quelle manière vous pouvez peut-être vous approprier certaines choses pour vous en servir dans le cadre de votre activité d'auteur. J'ai bien noté les demandes relatives à plus de tutos dans la veine des 6 piliers qui développent les techniques narratives, notamment Lionel en a parlé et Ker Julieta également. Je vais faire le maximum pour arriver à vous proposer prochainement des tutos sur ces thèmes. Ce sont généralement les plus compliqués parce que j'ai besoin, pour arriver à ne pas m'étaler pendant 3 heures, à faire beaucoup de préparation sur ces tutos en amont pour condenser les infos, vous donner vraiment la synthèse des points essentiels. Autrement, si je me laisse aller, on en a pour des heures. Et donc, cette préparation, souvent, j'ai tendance, je le sais, à la différer en me consacrant à des tutos pour lesquels je peux aller beaucoup plus vite et vous préparer les vidéos en quelques jours. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, je le note, je ne me défile pas, je n'oublie pas. Je vais faire le maximum, je vous le promets. Quand je ne peux pas encore vous le dire, ça va dépendre vraiment de mes possibilités de planning. Mon objectif, c'est de vraiment ne pas laisser la chaîne inerte, de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos. Donc si je dois trancher entre pas de vidéo du tout ou une vidéo sur des thèmes qui intéressent certaines personnes mais qui sont plus simples que les tutos d'écriture, c'est vrai que je vais avoir tendance pour le moment à aller sur ces tutos, techniques, administratifs, etc., où je peux plus rapidement m'organiser sans devoir découper le travail en tout petits bouts qui fait que ça s'étale sur des semaines et des semaines et qu'ensuite vous attendez et vous n'avez pas de nouvelles vidéos qui arrivent. Mais c'est noté, je vais faire le maximum, c'est promis. Je passe maintenant aux questions de Marie, la première étant comment présenter efficacement son manuscrit aux maisons d'édition. Alors, je vais avoir 2 conseils principaux dans ce domaine-là. Le premier, c'est de soigneusement regarder qui est la maison à qui l'on s'adresse. Le premier défaut des auteurs débutants, c'est souvent de vouloir arroser 150 éditeurs différents en n'ayant fait aucune recherche préalable. Pour être clair, une maison d'édition qui n'édite que de l'ASF pour jeunes adultes n'en a rien à faire de recevoir des polars. Une maison d'édition qui ne fait que du guide pratique n'en a rien à fiche non plus de la poésie. Alors présenter comme ça peut sembler évident, mais si je vous disais le nombre de textes que nous recevons chaque semaine de la part de personnes qui non seulement n'ont pas regardé notre ligne éditoriale avec les genres que nous n'éditons pas, et n'ont même pas vérifié, alors qu'il y a un formulaire pour ça, qu'actuellement nous ne prenons pas de texte, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que souvent les gens ne lisent pas les consignes des éditeurs, ils sont un peu obsédés par leur texte, à tout prix ils veulent trouver des contacts, et donc ils vont envoyer leur texte de manière non réfléchie à tout un tas de gens qui n'en veulent pas, non pas parce que le texte est bon ou mauvais, la question n'est même pas là, juste parce que ça ne rentre pas dans un certain nombre de critères. Et donc là il y a 2 solutions. Ou vous tombez sur une maison sympa comme la nôtre qui prend le temps de répondre à chaque personne pour lui expliquer que non, on ne va pas étudier son texte pour telle raison, ou vous tombez sur un éditeur qui en a ras la couette de devoir à chaque fois répéter les mêmes choses et qui lui ne va même pas accuser réception. Et c'est aussi là qu'on va retrouver la vieille légende urbaine qui consiste à dire que les éditeurs ne répondent jamais aux auteurs qui déposent leurs textes. Non, c'est simplement que les éditeurs ont des règles bien précises qui sont mises en place et généralement elles ne sont que très peu, voire pas suivies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième partie de ma réponse est directement dans la continuité de la première, puisqu'il va s'agir plutôt de la forme du texte. Beaucoup d'auteurs se sentent obligés de faire preuve d'originalité parce qu'ils veulent se distinguer, parce qu'ils veulent qu'on les remarque, et donc ils vont envoyer un manuscrit, qu'il soit sous format papier ou numérique, c'est d'ailleurs la même chose. Ils vont par exemple décider que leur manuscrit va être bien mieux mis en valeur s'il est en police calibrée. C'est un exemple. C'est très énervant pour l'éditeur qui généralement laisse des consignes sur son site, des consignes strictes. De l'extérieur, elles peuvent sembler bizarres, voire débiles. On se dit pourquoi est-ce qu'il tient absolument à avoir du Times New Roman Police 12 avec des marges de 2,5. S'il le demande, c'est qu'il a une raison.
Si je prends le cas de AJ, par exemple, la raison pour laquelle nous fournissons carrément une feuille de style aux auteurs qui veulent déposer un texte, qu'il soit de la maison ou de l'extérieur de la maison, c'est le même traitement pour tout le monde. Cette feuille de style, elle est très précise et elle permet qu'on reçoive tous les textes sous le même format. Pourquoi ? Parce que 80% des gens du comité de lecture vont convertir le texte directement pour l'étudier sur liseuse, parce que nous sommes une maison d'édition majoritairement tournée vers le numérique, et donc avec des pratiques internes qui sont cohérentes avec ça et qui sont donc également liées au numérique. Donc quand nous recevons des textes pour lesquels les titres ne comportent pas le bon style appliqué, qui ont des marges fantaisistes, des textes carrément mis en colonne, on l'a déjà vu, je vous passe tous les cas de figure qu'on a pu rencontrer. Quand on reçoit ce type de texte, c'est une purge pour la maison. Nous avons même mis sur notre site éditorial une page d'explication qui récapitule les étapes par lesquelles passe un texte quand il va être étudié et qui chez nous est une chaîne d'intervention progressive. Je vous montre la page du site si ça vous intéresse de regarder comment nous procédons. Et donc, quand un auteur dépose chez nous un texte qui ne respecte pas les quelques critères bien précis que nous donnons, c'est vraiment pour nous une purge à gérer. Parce que notre organisation n'est pas huilée pour ça. Et donc pour nous qui sommes une petite structure avec des rôles bien assignés à diverses personnes et où le moindre grain de sable dans l'organisation se traduit en délai, en retard et ça devient très compliqué, pour une structure comme celle-ci, et on est très nombreux à être dans ce cas, c'est très compliqué si l'on sort d'un cadre prédéfini. Donc c'est à l'auteur qui cherche à faire lire son texte de s'adapter à la maison d'édition et à ses prérequis et pas l'inverse. C'est sa meilleure chance de passer le cap du premier tri, cette première étape étant généralement pour l'éditeur un moyen de voir si l'auteur est professionnel, c'est-à-dire s'il est capable de s'adapter à des consignes, de jouer le jeu du partenariat et de ne pas essayer de réinventer la roue à sa manière. Parce que si 100 auteurs font la même chose, en face, l'éditeur devient chèvre. Et à moins vraiment qu'il ait le temps, que ce soit une période calme, qu'il ait la possibilité de se pencher sur le texte, il va directement le renvoyer, ou pas d'ailleurs, à l'émetteur en disant non, on ne l'étudie pas dans cet état. Ça, c'est donc la partie forme du texte, et là-dedans, j'inclus bien évidemment le soin de la préparation, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs considèrent que l'éditeur est un correcteur professionnel. Il l'est, effectivement, il a une équipe de correction, mais ce n'est pas sa fonction première. La première fonction d'un éditeur, c'est de travailler sur le fond du texte avec l'auteur, de travailler sur sa narration, de travailler sur le développement de ses personnages, de faire progresser le récit. En aucun cas, sa mission première n'est de corriger les passés simples. Il est de la responsabilité de l'auteur de fournir un texte propre, quitte à travailler lui en amont avec un correcteur professionnel pour mettre toutes les chances de son côté s'il se sent défaillant en orthographe, grammaire, syntaxe, etc. En aucun cas, l'éditeur ne va devoir consacrer 90% de son temps à remettre le texte en état sur le plan de la forme. Il a bien d'autres chats à fouetter et d'autres axes de développement à travailler avec l'auteur. Et ça aussi, c'est une grande source de confusion dans la tête des auteurs débutants qui considèrent que l'éditeur se débrouillera avec ce qu'il recevra, et je vous garantis que c'est loin d'être le cas, sauf si vous avez la chance de tomber dans une période où l'éditeur n'a pas encore beaucoup de textes qui arrivent et est donc prêt à passer beaucoup de temps à remettre en état un manuscrit. Nous l'avons fait chez EAJ au tout début, vraiment dans notre phase de démarrage. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, y compris pour les auteurs déjà présents dans notre maison, à qui l'on dit, s'ils n'ont pas assez travaillé en amont, non, on ne le prend pas tel quel, reprenez votre copie, retravaillez dessus, et vous renvoyez dans quelques semaines. Effectivement, il reste toujours des coquilles et des petites erreurs, et ça fait partie du travail de l'équipe de correction que de s'y pencher, mais pas toutes les 2 lignes, pas tous les 3 mots, ce n'est pas là que se trouve notre valeur ajoutée. Et donc ça, c'est vraiment un point très important à comprendre avant d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition. Alors pour ce qui est du blog d'auteur, de la communication d'auteur de façon plus générale, que l'on ait choisi la voie de l'autopublication ou qu'on soit en recherche d'éditeur, l'approche est relativement similaire. L'idée, c'est que vous devez inviter vos futurs lecteurs dans votre univers en leur faisant partager justement votre processus créatif qui inclut notamment le choix de l'auto-édition ou le choix de la recherche d'éditeur. C'est-à-dire que vous les invitez à partager l'aventure avec vous en leur présentant, entre autres, vos doutes, vos joies, vos peines, tout ce qui peut faire le quotidien d'un auteur, a fortiori quand il est encore dans une phase de démarrage. Ce sera beaucoup plus simple de capter l'attention d'un lectorat si vous avez associé un certain nombre de personnes à toute cette phase de démarrage que si vous débarquez totalement inconnu, sauf si vous avez réussi à avoir une place chez Gallimard qui vous garantit de grandes séances de signature à la FNAC, et encore ce n'est pas gagné. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple de démarrer au moment de la sortie du livre, si l'on a déjà derrière soi un certain nombre de personnes qui ont pu entrer dans votre univers créatif. L'idée, c'est vraiment de vous construire une identité d'auteur qui va forcément être différente selon que vous faites de la poésie, du guide pratique, du polar, de la SF, selon votre âge, votre personnalité, votre manière de parler aux gens. Vous allez devoir trouver votre ton. Ça, ce sont des sujets que Sébastien a déjà abordés dans certaines vidéos marketing d'auteur. L'attente se construit en amont. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Encore une fois, je vous invite dans les archives du blog Mia à regarder de quoi je parlais début 2012. Nous, notre livre était déjà sorti en autopublication parce qu'effectivement, on débutait dans notre communication, donc on s'y est pris un peu tardivement. Et vous pourrez trouver des idées dans des articles ultérieurs sur lesquels, en fait, je suis revenu sur des choses qui dataient de la période où on était en train d'écrire Rémoras. Ça vous donnera certainement quelques idées de sujets que vous pouvez aborder. Je vous conseille plutôt le blog ou Facebook pour avoir un peu de place pour pouvoir vous exprimer. C'est quand même plus simple avec des articles. Et là-dedans, vous pouvez raconter plein de choses qui ne sont pas nécessairement toutes sérieuses. Vous pouvez par exemple parler de vos petits rituels quotidiens quand vous écrivez. Est-ce que vous buvez du thé, du café? Est-ce que vous mettez de la musique en fond? Quelle musique? Pourquoi cette musique? En quoi est-ce que ça vous influence? Quels sont vos auteurs préférés? Quelles sont les lectures significatives qui ont pour vous de l'importance et qui justifient qu'aujourd'hui vous soyez en train d'écrire? Pourquoi telle thématique vous passionne? Comment organisez-vous vos journées? Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? Même si vous êtes sous pseudo et ne comptez pas donner votre vrai nom, vous pouvez quand même, incognito, raconter un petit peu à quoi ressemblent vos journées et en quoi l'écriture vient compenser un manque, combler un vide, répondre à un besoin, etc. Vous pouvez tout à fait publier de petits bouts de ce que vous êtes en train d'écrire, même si vous recherchez un éditeur, tant que vous ne mettez pas 14 chapitres, si ce sont quelques paragraphes de ci, de là, ce n'est pas grave, c'est votre blog. Vous pouvez échanger avec les gens. Le but, à ce stade, c'est de vous construire un premier réseau, d'apprendre également, si c'est un domaine que vous connaissez mal, comment organiser votre communication numérique. Entre blog, Facebook, Twitter et éventuellement d'autres réseaux, comment se déploie votre communication. C'est très important de le faire avant, parce que ce n'est pas au moment où le livre va sortir que vous allez tout d'un coup apprendre à faire des partages sur Facebook qui ont de la portée. Donc c'est le moment de développer votre page, de créer votre identité. Ça, c'est très important et ça n'a pas grande importance de savoir si derrière votre livre sera édité ou auto-édité. La seule chose qui changera une fois que le livre sera publié, c'est de savoir ce que vous avez encore le droit de faire ou pas selon l'éditeur chez qui vous êtes tombé si vous avez choisi cette voie. Certains éditeurs rechignent un peu plus que d'autres à laisser leurs auteurs s'exprimer comme ils le souhaitent, ce qui à mon avis est une erreur tant que l'auteur n'est pas fou, parce que l'éditeur ne peut pas remplacer l'auteur, ce sont deux voies parallèles qui se complètent, mais elles sont indissociables et l'auteur doit savoir s'exprimer auprès de son lectorat, donc autant apprendre à le faire avant, quand le livre n'est pas encore là. Et ce n'est pas grave si le livre est reporté, si vous ne le sortez pas tout de suite, ce n'est que le premier. Au contraire, vous aurez du soutien, des gens qui vous parleront, auront peut-être envie de participer à l'aventure avec vous, et donc c'est très important de le faire avant et pas après. Et donc Lionel, pour répondre à votre question qui est un peu dans le même ordre d'idée, qui est plus une remarque qu'une question, comme vous l'avez noté, ce n'est pas grave si vous êtes encore en train d'écrire votre premier livre, tant que vous ne vous avancez pas trop. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait communiquer autour d'un personnage que vous êtes certain de conserver, autour de la toile de fond de votre livre. Par exemple, si vous savez que votre histoire va se dérouler pendant la Première Guerre mondiale, vous pouvez tout à fait écrire un certain nombre d'articles liés à vos recherches sur cette période pour placer vos futurs lecteurs dans l'ambiance du livre que vous allez écrire. Même si vous n'avez pas fini de rédiger tout votre plan ou que vous n'avez écrit que la moitié du livre, vous faites entrer les gens dans votre processus. Vous développez votre univers. Alors évidemment, si vous mettez 15 ans à boucler ce premier livre, il y a de fortes chances que vous ayez perdu des gens en route. On est d'accord. Mais après, si c'est 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, le fait que vous puissiez adopter une posture officielle d'auteur avec ses outils de communication, son discours, son ton, son identité, les sujets qui l'intéressent, etc., c'est un premier pas qui est clair et qui permet aux gens de comprendre que vous n'êtes pas dans une logique d'amateurisme, bien au contraire, et que vous êtes dans un processus qui va vous mener à quelque chose de concret, que ce soit une publication traditionnelle ou que ce soit un livre sorti en auto-édition. Ne faites pas l'erreur de perdre des mois de communication en espérant que le jour de la sortie du livre, vous aurez 10 000 personnes qui vous attendent. Ça ne se passe pas comme ça, y compris quand on est chez de grands éditeurs. Il faut vraiment être dans une certaine configuration pour espérer que ça va être comme ça que ça se passe derrière. À partir du moment où votre projet est déterminé, que vous savez que d'une façon ou d'une autre, votre livre, il sortira, parce que vous êtes persuadé d'en avoir l'énergie, le courage, le talent et tout ce qui est nécessaire pour mener le projet à bien, à partir du moment où vous êtes dans cette logique, laissez les gens entrer peu à peu dans cet univers et vous suivre sur le chemin jusqu'au moment où votre livre sera là. Je reviens à la dernière question de Marie à propos d'une bibliographie conseillée pour apprendre ou s'entraîner à écrire de la fiction. Alors là-dessus, je vais plutôt être mauvaise conseillère parce que mes propres références sont d'ordre universitaire, elles commencent à dater un peu, et elles sont surtout purement anglo-saxonnes, c'est-à-dire que ce sont des ouvrages sur lesquels j'ai travaillé il y a maintenant 20 ans pratiquement,
et qui ne sont pas traduits en français. Déjà, il faudrait que je remette la main sur la liste de l'époque. Et c'est vrai que je suis plutôt restée dans cette veine par la suite parce que je crois que d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, j'ai une préférence pour l'approche anglo-saxonne de la fiction, même si je ne crache évidemment pas sur la littérature française. Mais mon rapport à l'écriture est plutôt orienté dans cette voie-là. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de livre sur cette question. Je picore plutôt dans des blogs d'auteurs américains ou anglais et c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un ouvrage relatif à l'écriture de fiction à la française ou en tout cas un ouvrage qui soit disponible en français. Moi, ce que je vous conseille dans ce domaine, c'est surtout de partir à la recherche d'ouvrages qui traitent de sujets qui spontanément ne vous attirent pas. C'est-à-dire que si vous êtes une fan de la construction en amont mais que vous avez des difficultés avec les choix narratifs, forcez-vous à lire des livres qui ne vont traiter que de la voie narrative, du point de vue narratif, de choses qui, en temps normal, vous cassent les pieds. Autre exemple, si vous êtes un auteur qui adore les dialogues et qui a du mal avec les passages de description, obligez-vous à lire des ouvrages qui vont traiter spécifiquement de la description. Cette idée est valable pour toutes les facettes de l'écriture et essayez toujours de vous plonger en priorité dans les domaines qui vous attirent le moins, ceux qui, a priori, vous cassent plus les pieds qu'autre chose. C'est très important d'arriver à équilibrer votre palette en essayant de renforcer les parties pour lesquelles vous n'avez que peu de goût. Si vous êtes un auteur naturellement plus dans la spontanéité qui avait du mal avec les plans, les structures, les constructions, vous n'allez pas vous transformer du jour au lendemain, mais par contre vous allez réellement prendre conscience de ce que vous loupez en omettant cette voie-là. Ça ne veut pas dire que vous changerez toutes vos manières de faire, mais par contre vous aurez d'autres points de vue, d'autres aperçus sur la question. Alors de toute façon, pour conclure sur ce point, je ne pense pas qu'il existe d'ouvrages qui couvrent parfaitement tous les aspects de la fiction. C'est un domaine qui est tellement riche, tellement vaste, c'est très compliqué de tout balayer parce qu'il y a des composantes multiples. Essayez de vous focaliser sur des points bien précis. En fait, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en essayant vraiment d'aller se plonger dans un domaine qui, a priori, est un point faible, ou en tout cas un point pour lequel on n'a aucune passion. Et c'est généralement en lisant des choses intéressantes dessus qu'on va se dire « Tiens, et si je testais ça ?» Marie, promis, j'essaierai de vous retrouver quelques références en espérant que vous lisez en anglais, puisqu'en l'occurrence, ma branche d'études était orientée littérature, mais étrangère, et donc je n'ai absolument rien en français de l'époque, tout était directement en anglais. Je vais essayer de retrouver les noms et de vous communiquer les informations dès que je pourrai. Je passe maintenant aux questions de Myriam, qui sont très nombreuses, alors je ne vais pas répondre à tout dans le détail, parce que la plupart des sujets vont être traités dans des tutos dédiés qui arrivent, pour le coup. Mais je vais essayer de répondre globalement à chacun des grands points qui sont évoqués ici. Alors, en ce qui concerne la stratégie de lancement, oui, je conseille d'avoir une date de sortie bien déterminée pour l'ensemble des formats, mais avec une organisation un peu plus complexe que ça en ce qui concerne le numérique, je vais y venir dans un instant. En ce qui concerne le livre papier, il est à mon sens contre-productif de le proposer plus tard que le numérique parce qu'il y a des inconditionnels du papier et qu'ils vont donc être frustrés au démarrage s'il n'y a aucun moyen pour eux de lire le livre. Comme le gros de la communication va s'effectuer au début, au moment de l'étape réelle de lancement, toutes ces personnes qui ont été mises de côté parce qu'elles ne lisent qu'au format papier risquent de passer complètement à côté d'une seconde date de sortie pour le papier qui se ferait plus tard. Donc il vaut mieux s'organiser en amont, planifier son travail de façon à bien préparer toutes ces maquettes et être en mesure de proposer le papier en même temps que le numérique. Chez EHJ, en ce qui concerne le numérique, nous avons une toute nouvelle stratégie qui a été mise en place récemment au mois de janvier, qui a pour objectif de séparer Kindle des autres formats numériques. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien tout simplement parce que les abonnés Kindle Unlimited, donc l'offre d'abonnement Amazon, prennent une place de plus en plus grande dans l'ensemble des lecteurs que nous avons chez Amazon, et que ces gens-là de plus en plus n'achètent plus les livres chez Kindle, mais les lisent dans le cadre de cet abonnement. Ce qui veut dire que pour faire connaître un nouveau livre auprès de ce public, il est intéressant de pouvoir lui donner une période d'option KDP Select, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, de façon à pouvoir obtenir leur lecture dans le cadre de l'abonnement et non pas leurs achats puisqu'ils ont tendance à ne plus acheter directement les livres. Cette stratégie que nous avons choisie pour nos 2 dernières parutions et qui va donc maintenant devenir notre norme, implique que nous faisons un premier trimestre pendant 90 jours dans l'offre KDP Select, donc sans aucune autre vente numérique ailleurs. Nous mettons donc en attente Kobo, Google Play, iTunes, notre propre boutique pour le numérique, etc. Ça permet de donner toutes ces chances au livre pendant ces 3 mois, de récolter plus de lectures, plus d'avis, de monter plus facilement dans les tops d'Amazon, puisque manifestement le poids des lectures dans le calcul des classements est devenu bien plus important qu'il ne l'était à une époque. Donc pendant ces 90 jours, on donne vraiment toutes ces chances au livre. Et ensuite, à l'issue de cette première période, nous sortons le livre de KDP Select et nous le remettons dans le circuit habituel, comme nous le faisions jusqu'à maintenant, avec la mise en ligne chez tous nos distributeurs habituels.
Donc ça, c'est évidemment une technique qu'il faut adapter à chacun, puisque nous avons un catalogue des auteurs multititres, donc nous pouvons aussi compter sur des effets de rebond chez Amazon qui ne sont pas forcément aussi évidents pour un débutant. Mais c'est une technique que je vous propose et sur laquelle je reviendrai de façon plus détaillée dans un tuto dédié, je pense. Parce que c'est intéressant de creuser ce sujet et de bien comprendre pourquoi nous le faisons et avec quel objectif très concret. En ce qui concerne les librairies physiques, personnellement, je ne vous conseille pas de perdre du temps sur ce sujet au démarrage. C'est très compliqué d'obtenir des placements en librairie physique. Ce n'est pas là, à moins d'avoir le best-seller de l'année, que vous aurez les meilleurs résultats, pour plein de raisons qui d'ailleurs échappent aux libraires eux-mêmes. Ils sont soumis à des pressions assez importantes de la part de plusieurs grandes maisons. Ils n'ont mécaniquement pas assez de place pour proposer tous les livres qui existent. Donc l'intérêt, c'est plutôt qu'un lecteur puisse venir commander le livre. Mais le temps et l'énergie que vous allez devoir déployer pour essayer d'obtenir une place au fond de la librairie sur une étagère, honnêtement, pour moi, n'a aucun intérêt si on compare ça aux résultats que vous pouvez obtenir avec le même temps et la même énergie en vous occupant, par exemple, de votre communication numérique, de contacter des chroniqueurs, de rédiger des articles de blog, de faire des concours sur votre page Facebook, etc. Vous avez, à mon sens, des manières bien plus productives de dépenser votre temps de promotion que de courir après les librairies physiques quand vous débutez et que vous êtes un parfait inconnu, à l'exception peut-être d'une librairie de quartier que vous connaissez personnellement, où vous avez déjà un lien concret avec le libraire et avec qui vous allez pouvoir négocier des choses plus intéressantes. Pour le prélancement, il n'y a pas de règle absolue, ça dépend vraiment de toute votre communication en amont, de votre manière d'échanger avec les gens que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que faire le prélancement d'un livre alors que vous n'avez pas encore de blog, pas encore de page Facebook, que vous n'avez pas encore de followers sur Twitter, etc., n'a rien à voir avec le prélancement d'une personne qui est déjà installée, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, et qui donc va pouvoir rebondir sur ses relations préexistantes. Donc à partir de là, c'est très compliqué de donner un planning universel qui peut être valable pour tout le monde. Ça ne va pas être non plus le même selon que c'est votre premier ou votre 10e livre, évidemment, selon que vous avez déjà des avis existants, déjà un public de lecteurs sérieusement installé. Ce qui fait que là-dessus, je vous invite à aller regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, l'un des premiers tutos que j'ai mis en ligne sur cette chaîne où je montrais la frise chronologique idéale d'une publication qui se passe bien, mais avec beaucoup de bémols parce qu'il faut vraiment l'adapter ensuite à chaque situation. Dans tous les cas, je vous recommande, dans les 3 mois qui précèdent la date que vous avez fixée pour la sortie, de faire monter progressivement la température en postant de plus en plus fréquemment, en faisant de plus en plus de teasing, c'est-à-dire des petits extraits, éventuellement une bande-annonce, si vous avez pu faire ce qu'on appelle un book trailer dans le jargon interne, de faire des rappels de plus en plus fréquents, donc sur votre blog, sur votre page Facebook, sur votre compte Twitter, en expliquant où on va trouver le livre, comment ça se passe, à quel prix, donner des informations concrètes, révéler la couverture, la 4e de couverture, un premier chapitre, pourquoi pas, si vous êtes dans la logique de l'autopublication, vous pouvez faire ce que vous voulez, etc. Donc donnez petit à petit des informations de plus en plus alléchantes et surtout faites en sorte de bien tenir vos promesses. C'est-à-dire que si vous avez annoncé une date de sortie au 12 octobre, n'annoncez pas le 11 que finalement ce sera le 15. Là, il est important d'être très professionnel, a fortiori si vous êtes en autopublication, puisqu'inconsciemment, les gens vont vous attendre au tournant. Et en ce qui concerne vos connaissances, vraiment vos proches, la famille, les amis, les gens qui vous ont suivi de près depuis un moment, vous pouvez leur donner les mêmes informations, mais vous allez les compléter par des petits appels à l'aide amicaux, en leur disant voilà, je vais certainement rencontrer telle et telle difficulté les premières semaines. Si vous pouvez me donner un coup de pouce en allant laisser un avis, en relayant sur vos pages, en envoyant un mail à vos connaissances, en faisant du bouche à oreille, tout simplement, ça c'est un plus. Attention, on est souvent déçu par le degré de réactivité de ses proches. Je préfère le dire à l'avance, et ce n'est pas une critique parce que c'est parfaitement compréhensible en réalité. Les auteurs qui débutent ont le réflexe de croire que leurs proches vont se passionner nécessairement pour leur livre, et souvent ce n'est pas le cas. Parce que ces personnes ont leurs propres soucis, leur propre vie, leurs propres projets, et ce n'est pas parce que vous sortez un livre aussi passionnant soit-il que Tata Nénette doit nécessairement être à fond avec vous et se démener pour faire votre promotion. Vous aurez 90% de vos proches qui vous diront « Ah super » et ne feront rien de plus. Ne soyez pas déçus, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Considérez que c'est votre projet à vous et que votre lectorat principal peut se trouver à peu près partout, mais généralement pas parmi vos proches. Je passe maintenant aux questions relatives au travail avec les libraires, en sachant qu'il va y avoir un tuto dédié à cette question, donc je vais répondre assez vite. Comment s'inscrit-on au FEL, le fichier exhaustif du livre ? Grâce à la plateforme Cyberscribe et à son service EdiWeb, qui est gratuit. Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver facilement. Comment fonctionne la place des libraires ? Si vous parlez du site lapacedeslibraires.fr, aujourd'hui nous ne l'utilisons pas chez ESJ, donc je ne peux pas vous en parler directement.
Dans le cas d'une commande en librairie, comment est-ce que ça se passe? Alors là, ça va dépendre de la plateforme que vous utilisez pour vos livres. CreateSpace, Ingram, les deux. Un diffuseur ou pas. Nous n'en avons pas pour limiter les coûts. Donc ça change un petit peu l'organisation. Dans notre cas, nous avons deux situations possibles. Le libraire a l'habitude d'utiliser le système de diffusion interne d'Ingram et il se débrouille tout seul pour passer commande et nous ne le savons même pas. Ingram nous restitue un aperçu des ventes en fin de mois mais nous n'avons pas le détail. Ou bien le libraire a trouvé nos coordonnées justement dans le FEL et il va passer commande chez nous via un formulaire dédié et nous allons nous charger de lui expédier le livre avec sa réduction librairie. Pour une séance dédicace, tout se négocie, ça dépend si on parle d'une petite librairie, d'un Cultura, d'un espace culturel Leclerc. Généralement, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que l'éditeur achète un stock de livres qui vont être utilisés par l'auteur sur place le jour de la séance. Le libraire va se charger de l'encaissement des achats et restituer à l'éditeur la somme qu'il lui doit, moins sa propre marge. Le pourcentage se négocie de gré à gré en sachant que généralement la moyenne constatée est de 35 à 40%. Nous, chez EAJ, ce n'est que 30% par exemple, parce que notre trésorerie ne nous permet pas d'aller au-delà et que nous considérons que nos ventes chez les libraires sont de toute façon dues à une démarche des lecteurs eux-mêmes et non pas à un travail en amont des librairies. Mais notre situation est particulière dans la mesure où nous sommes une maison qui est avant tout tournée vers le numérique et pour qui le papier est un complément et non pas l'inverse. Donc ça se négocie dans tous les cas, c'est à vous de voir en fonction des relations que vous entretenez avec la librairie concernée. Le dépôt légal. Alors ce sera le thème du prochain tuto qui sera mis en ligne en mars, dans lequel je traiterai aussi les mentions légales. Je vous donne rapidement les réponses aux quelques questions qui apparaissent ici. Si on choisit de passer par CreateSpace et par une autre plateforme en même temps avec deux ISBN différents, ce que je recommandais dans le tuto dédié effectivement à CreateSpace versus Ingram, si je me souviens bien, dans ce cas, les deux livres sont en fait identiques, il n'y a que l'ISBN qui change simplement pour des raisons de distribution à cause du micmac qui s'opère dans Amazon. Et vous n'envoyez qu'une seule version au dépôt légal. Nous envoyons celle qui est imprimée par Ingram. Pour ce qui est du dépôt légal imprimeur, vous n'êtes pas concerné en tant qu'éditeur, ce n'est pas à vous de faire cette démarche. Et l'imprimeur qui est domicilié à l'étranger n'est pas assujetti aux mêmes lois qu'un imprimeur situé en France. Donc ça ne vous concerne pas de toute façon. Vous devez simplement faire figurer dans vos mentions légales, comme je le montre là à l'écran pour une maquette Ingram, le nom de l'imprimeur concerné et éventuellement, si vous en avez la possibilité, le pays. Par exemple, pour Ingram, nous ne le faisons pas figurer puisqu'Ingram est susceptible d'imprimer en Angleterre, mais a également des centres d'impression dans d'autres pays. Donc, CreateSpace, nous mettons bien États-Unis, mais Ingram, nous ne mettons pas le détail. Je reviendrai sur toutes les explications relatives au dépôt légal et aux mentions légales dans le prochain tuto pour que vous ayez vraiment un panorama complet de tout ce qu'il faut savoir dans ces deux domaines. Les retenues effectuées à la source par les vendeurs qui ont leur siège social aux États-Unis, comme CreateSpace, Amazon Kindle, Smashwords et d'autres, ne concernent que les ventes que vous effectuez sur les canaux eux-mêmes hébergés aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, si vous avez des ventes Kindle, ne seront concernées par ces retenues que celles qui s'effectuent sur le canal Amazon.com, pas sur le .fr. Ceci dit, c'est toujours bien de pouvoir profiter des traités qui existent entre la France et les États-Unis. Donc je vous montrerai dans une petite vidéo qui sera consacrée à ce sujet comment remplir le formulaire, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un numéro, il y a une forme de questionnaire auquel il faut répondre, qui est de mémoire maintenant en français sur Kindle, mais qui est encore en anglais sur CreateSpace. Donc il s'agit d'une série de questions auxquelles il faut répondre, et on termine par la saisie d'un numéro, mais qui n'est pas celui de la sécurité sociale. Il s'agit de votre numéro fiscal de référence français, c'est-à-dire votre numéro unique donné par les impôts en France, qui permet aux impôts américains, si nécessaire, de faire des vérifications croisées. À l'origine, il y a encore quelques années, effectivement, il fallait donner un numéro de sécurité sociale. J'en avais parlé dans un article dédié du blog Mia, mais c'était en 2013, je crois. Mais la procédure n'avait rien à voir. C'était un pseudo-numéro de sécurité sociale qu'on se faisait attribuer en tant que résident étranger du point de vue des États-Unis. Il fallait suivre toute une procédure qui était ultra complexe et très très pénible, qui faisait que beaucoup de gens étaient découragés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On remplit les formulaires correspondants en ligne et donc on saisit ce numéro d'imposition. Je vous montrerai les manipulations parce que c'est important de voir les écrans, autrement on est vite un peu perdu. Pour Ingram, oui, il y aura un tuto qui sera à la fois technique et administratif. J'y présenterai le fonctionnement plus en détail avec tous les écrans de saisie d'un livre. Le Brexit n'a à ce jour aucune incidence sur la grille tarifaire d'Ingram qui modifie ses tarifs une fois par an, en janvier, avec théoriquement une augmentation qui ne dépasse jamais 5% d'une année sur l'autre et qui en tout cas sur les 4 dernières années n'a jamais atteint même ces 5%. De toute façon, dans les faits, l'Angleterre ne va pas sortir concrètement de l'UE avant un petit moment, donc je pense que d'ici là, on aura les informations. En ce qui concerne l'ajout de taxes aux frais donnés sur le site, je ne sais pas exactement à quelle page vous faites référence, mais le plus simple, c'est de vous rendre sur la page qui permet de simuler les calculs d'impression et d'envoi, et là, vous allez avoir exactement ce que vous payerez.
Ici, dans cet exemple, je vous montre une simulation pour une publication qui aurait exactement les mêmes caractéristiques que notre dernier livre publié. Vous voyez un total à 11,52. Et si je vous montre le livre réel avec les mêmes caractéristiques tel qu'il a été commandé il y a quelques jours, vous voyez que la maison a exactement payé ce même total de 11,52. Donc en allant dans cet écran, vous saurez exactement à quoi vous attendre. C'est bien l'éditeur qui fixe le prix du livre dans d'autres devises que l'euro. Et non, pour ce qui est du nombre de pages de livre, pas besoin d'être sur un multiple de 16, un multiple de 2 est le seul prérequis. Je termine avec la fixation du prix de vente chez Apple pour vous confirmer que oui, c'est bien 0,49 ou 0,99. Je ne sais pas où vous avez lu cette information que seuls les prix en 0,99 seraient acceptés, mais non, là je vous montre à l'écran l'une de nos dernières parutions qui est à 4,49. Effectivement, ce que j'avais expliqué précédemment pour le barème des prix n'a pas changé. Apple n'a donc pas modifié sa politique et nous sommes toujours avec un barème échelonné entre 2,99 et 5,49 avec des paliers de 50 centimes, donc aucun problème à ce niveau. Voilà pour cette première FAQ, j'espère qu'elle vous sera utile et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je renouvelle ce format prochainement. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le tuto administratif consacré au dépôt légal et d'ici là, bonne séance d'écriture.